Je vais inviter Madame la ministre Annick Girardin et Monsieur le Président Safache à me rejoindre pour au moins remettre les premiers prix. Les premiers prix, et donc comme l'a expliqué Yola à l'instant, et le Président auparavant, beaucoup d'entrepreneurs cette année. On a donc choisi tout naturellement, dans l'ordre de remise des prix, à vous les jeunes entrepreneurs, eh bien, de vous faire cet honneur de commencer par vous. L'importance de l'entrepreneuriat dans les Outre-mer. Et donc, alors c'est très simple, vous allez à vos noms arriver plutôt sur ma droite, voilà, et repartir sur ma gauche. Mais vu la qualité des CV que je viens de voir, je pense que ça ne sera pas le plus difficile. Hein. Par là, je vais d'abord appeler Estelle Hilaire. Alors, certains sont là, on a eu des confirmations. Donc, Estelle Hilaire qui est donc à créer une entreprise qui s'appelle Caraïbes 3D et qui est ingénieur en fabrication numérique avec son collègue William Caster. Donc une entreprise spécialisée dans l'impression 3D aux Antilles-Guyane. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le... Je vais également inviter Jasmina Legros, qui est un talent confirmé, alors qui est pluri-entrepreneuse. Elle n'a pas une entreprise, deux entreprises, elle a 3 entreprises et qui est spécialisée dans la question des filières de valorisation des ressources végétales non exploitées. C'est un point peut-être qu'on reprendra tout à l'heure. Mélissa Longlade, qui est un jeune talent et qui est fondatrice et dirigeante de Méliade. Son professeur lui avait dit il y a quelques années, pour devenir entrepreneur, c'est très simple, il faut réfléchir à un problème que vous rencontrez quotidiennement. On va peut-être lui demander quel est le problème qu'elle a résolu avec son entreprise. Et puis, Alizé Utérin, qui est également talent confirmé, qui dirige une société, mais évidemment un magazine qu'on connaît, bilingue français-anglais, Alizé la vie, qui est guyanaise de New York, on peut l'appeler comme ça. Et puis Steve Versy, talent confirmé également, qui est président de la start-up Airzoon. On regrette l'absence, mais on remarquera en tout cas la qualité du travail et du parcours de Angélique Zetor et également de Mariana Royer. Et je vais donner la parole au président pour qu'il nous donne quelques mots de l'originalité de ce groupe entrepreneuriat. Alors, je pense que c'est ce qui vous a marqué cette année. Regardez l'écran, ce qui frappe, c'est le nombre extraordinaire d'entrepreneurs féminines. Donc l'entrepreneuriat devient le lot principal d'attrait pour les ultramarines. La femme serait-elle l'avenir de l'entrepreneuriat? Manifestement, c'est ce qu'on voit à l'écran. Ce qui nous a frappé aussi, c'est la diversité de ces parcours, de ces talents, dans tous les domaines. Elles sont toutes surdiplômées, bien entendu, mais elles ont fait le choix du risque, le choix de l'entrepreneuriat. Et nous avons été très frappés par cette envie d'entreprendre. Il y a aussi quelques hommes en minorité, mais qui ont fait des parcours également très importants et qu'il faut également saluer, des chefs d'entreprise qui ont vraiment créé de la valeur dans leur pays. Voilà ce qui nous a frappé chez les membres de ce groupe. Alors peut-être le suspense, j'avais créé le suspense autour de notre talent dont le professeur disait: si tu veux entreprendre et trouver un moyen d'entreprendre, de créer ton entreprise, il faut trouver une idée
quelque chose qui te pose problème au quotidien. Alors, roulement de tambour, et quelle était la réponse? On va lui passer le micro. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu alors le problème que je rencontrais quotidiennement, c'est tout simplement de pouvoir trouver des chaussures à ma pointure. Il faut savoir que je mesure 1m80 et chausse du 44. Donc ça a toujours été très difficile de trouver des chaussures à ma pointure. Et donc mon professeur m'a dit tout simplement pour entreprendre, trouver une idée, en fait un problème quotidien à résoudre. Et donc c'était de trouver des chaussures à ma pointure. Il y a plus d'1 million de femmes en France qui sont concernées par ce problème aussi. Donc voilà, on est beaucoup et donc c'est des chaussures grande pointure. Merci beaucoup à Mélissa Longlade, Steve Bercy, son entreprise Méliade. On commence. Oui, bien sûr. Donc voici votre diplôme et votre médaille. Pardon, je vais juste récupérer ça. William Caster, c'est vous. Allez-y, tenez-le. Voici votre diplôme. Merci beaucoup. Alors, la particularité de William Caster. Il faut parler dans le micro, Président. La particularité pour des chefs d'entreprise, c'est qu'ils agissent en binôme avec Estelle Hiller. Ils sont tous les deux docteurs, l'un en mécanique, l'autre en intelligence, en traitement du signal et de l'image, voilà. Et ils ont décidé de créer ensemble une entreprise basée sur la technologie 3D. Merci. Yasmina Legros, elle n'est pas là. Yasmina Legros. Si, bien sûr. Oui. Jasmina. Voilà. Jasmina, c'est pas Yasmina, attention. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Elle est poly-entrepreneur. Mélissa Longlade, dont on parlait à l'instant, qui a créé une entreprise, Méliade, qui est une start-up de production de chaussures de luxe pour les pointures dépassant le 40, le 41, voilà. Alors Marina Royer, les deux autres sont des entrepreneurs extraordinaires. Marina Royer est une Guyanaise, docteur en chimie, etc., qui a créé 2 entreprises au Québec basées sur la chimie des plantes, de l'écorce des plantes, et qui est en train d'implanter en Guyane l'une de ces entreprises. C'est la raison de son absence aujourd'hui. Donc, nous gardons pour l'instant son diplôme. Alizée Hutérin, là vous êtes parmi nous et bien présente. Merci. Je vous remets donc votre diplôme. Félicitations. Et donc, Ça signifie que quelqu'un d'autre veut la médaille. et la dernière entrepreneur, également poly-entrepreneur, celle-ci qui a créé une start-up mondialement connue, basée sur l'exploitation du système Android, Génie Mobile. Elle a connu tellement de succès qu'évidemment, elle a suscité la convoitise
de groupes américains. De ce fait, elle a perdu la majorité de cette entreprise. Elle est partie faire un congé sabbatique de 2 ans sur les routes du Canada et de... Donc du coup, elle n'a pas perdu, elle a gagné. Elle a gagné. Et elle est en train de créer une nouvelle entreprise basée sur toutes ces expériences. Angélique Zetor est l'une des plus grandes entrepreneurs ultramarines à notre connaissance. Voilà. Merci. Je vais maintenant appeler le deuxième groupe, qui est le groupe Recherche en santé et médecine. Je vais donc d'abord commencer par appeler Mérina Corpino, dans la catégorie Jeune Talent, qu'on applaudit, qui vient de Guadeloupe, et qui est ingénieure de l'École supérieure de chimie physique électronique de Lyon, qui est docteur en chimie organique de University College of London, qui a fait sa thèse. Tout à l'heure, on a fait une interview avec elle, et moi je vais pouvoir le dire, elle n'a même pas pu donner le titre de sa thèse, tellement elle va peut-être nous expliquer. C'est une thèse sur les nouveaux composés chimiques intervenant dans la formulation de médicaments utilisés en cardiologie pédiatrique. Voilà. Nous, en sciences humaines, les thèses sont plus courtes, on a des mots plus courts, donc c'est parfait. C'est exactement ça. On a également Stéphane Duflo, qui est doctorant en chimie thérapeutique, ingénieur chimiste de l'École nationale de chimie de Paris, qui nous rejoint peut-être. Alors on a eu des confirmations, oui, qui est là. Diplômé de la faculté de pharmacie de Paris. Donc un parcours de chimiste au service de la médecine. On va ensuite évidemment accueillir Kathleen Mélan. Alors, je ne sais pas si elle a peut-être qu'elle je ne sais pas si elle a pu nous rejoindre. Mais quelqu'un peut-être la représente, oui. Qui est à la fois sage-femme et bientôt titulaire d'un doctorat. C'est l'une des... Elle est déjà elle a sa docteur. thèse, elle n'est pas doctorante. C'est l'une des rares sages-femmes thésées de France. Qu'on va donc récompenser. Ludovic Plaisance, qui est un talent confirmé, chef de clinique assistant à la PHP, qui nous rejoint, docteur en médecine. Il fait partie de la première promotion des anciens de l'UAG à être accueilli en 4e année à la faculté de médecine de Paris. Et enfin, Richie Audebourg, talent confirmé, qui est martiniquais, qui est docteur en neuropharmacologie et neurosciences, et peut-être que quelqu'un, il est là, qui a obtenu son doctorat à l'Université de Montréal. Vous voyez, comme l'a dit tout à l'heure Madame Minacci, il y a un parcours évidemment issu des différentes universités mondiales, et qui est spécialiste de la question de l'addiction. Donc il a travaillé longtemps sur la question de l'addiction à l'héroïne. Il travaille également au sein de grands laboratoires américains sur la question de l'addiction au cannabis. On sait que c'est un fléau qui atteint évidemment les Nord-Américains, mais aussi évidemment beaucoup d'ultramarins. Et donc on va vous remettre tout à fait les prix. Peut-être un mot, Monsieur le Président, de ce groupe santé, chercheurs en médecine. Oui, alors c'est un groupe qui comporte peu de médecins, sauf vous, monsieur, qui êtes chef de clinique adjoint à la PHP, mais vous entrez dans la longue tradition des ultramarins qui se sont fait un nom dans la science et dans la médecine, et sans vouloir rappeler tous les prédécesseurs, les professeurs Turiaf, Wakami, enfin, etc., etc. Donc je vous souhaite d'avoir une carrière aussi longue. Voilà.
Ce qui nous a intéressé dans ce groupe, c'est notamment la passion. Toutes ces études ont été motivées par de la passion. Monsieur Audebourg qui s'implique dans la lutte contre les addictions, et c'est vraiment chez lui une passion, je crois, qui vous est venue sans doute de ce que vous avez vu lorsque vous étiez enfant. Exactement. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, il faut savoir que j'ai grandi en Martinique au début des années 90. C'est la période durant laquelle le crack a fait le plus de ravages, en tout cas visibles, en Martinique. Et j'ai grandi en voyant des personnes, certains étaient professeurs de mathématiques, tomber dans le crack et au fur et à mesure devenir SDF, se dégrader. Et je me suis dit que non, ce n'est pas possible. Comment une molécule, quelque chose qu'on ingère, peut vous rendre aussi esclave. Donc cette vision de la Martinique m'a poussé à faire des études spécifiquement sur la neuroscience et sur l'addiction. Donc c'est pour cela que j'ai commencé avec l'addiction à l'héroïne, notamment à l'université de Poitiers et l'université de Cambridge. Puis je me suis tourné spécifiquement sur l'addiction à la cocaïne parce que mon but était d'aider la Martinique, évidemment. Je me suis tourné sur l'addiction à la cocaïne, donc je suis parti au Canada effectuer ma thèse. Et aujourd'hui, je suis chercheur à la Medical University of South Carolina sur l'addiction au cannabis, qui est la drogue la plus consommée dans le monde, donc la drogue la plus consommée dans les Outre-mer également. Merci. Merci à Richie Audebourg. Le seul point négatif, c'est que vous faites des expériences sur les rats. Oui. Merci beaucoup. Alors Cassine Mélan n'est pas là. Ludovic Plaisance, donc je vous souhaite beaucoup de succès dans la carrière médicale. Vous avez l'intention d'être un grand professeur, évidemment, si vous êtes déjà chef de clinique adjoint. C'est en discussion. Et c'est un parcours qui s'organise. Donc, avec l'objectif, bien sûr, de retourner aider dans mon territoire d'origine, qui est la Guadeloupe. Alors, ce qui a appelé l'attention du comité de sélection également, c'est que Ludovic Plaisance a commencé ses années de médecine à la Guadeloupe. Et contrairement à ce qu'on pense, parce que jusqu'ici on disait que commencer ces années de médecine à la Guadeloupe, vous étiez tous conduits vers Bordeaux traditionnellement, et vous faites partie, je pense, de la première promotion qui a été acceptée dans les facultés de Paris, et vous y avez brillé. Bravo. Merci. Mérina Corpino, je vous félicite pour votre brillant parcours. Félicitations. Stéphane Dufloc, très attaché à son territoire. J'ai vu que vous aviez l'intention de créer une antenne de la faculté de pharmacie chez vous. Ce serait l'idée, oui, effectivement, c'est de pouvoir porter la formation qui est ici à Paris Descartes ou à la faculté de pharmacie à Paris, et pouvoir l'amener aussi à Tahiti et compléter la formation qui est déjà présente, notamment par l'enseignement, par la recherche, là où je me dirige, donc maître de conf, professeur, ouais, et poursuivre cet enchaînement. Bravo. Je vais à nouveau demander à Madame Annick Girardin, Monsieur le Président, et alors je ne sais pas si vous le faites à 2 ou à 3, et également à Catherine Edwige de me rejoindre pour accueillir ce groupe nombreux des diplômés grandes écoles et universités. Et je vais dans un premier temps donc demander à Aude Six qui vient de Saint-Martin et
qui ensuite fait Sciences Po. Elle va peut-être nous expliquer ce parcours. Jeune talent. Naïma Ramalingom, talent confirmé de La Réunion. Et Kevin Beltou, jeune talent guadeloupéen, qui est un parcours donc grandes écoles à l'ESSEC Business School, qui est un ancien également classe préparatoire à Henri IV. Je fais du corporatisme, j'en ai vu plusieurs déjà de Henri IV. Et peut-être quelques mots, voilà. oui, quelques mots Merci, François. Catherine, de ce groupe. Naïma est Un dans petit un taxi, mot. elle arrive. Hein, Naïma est arrivée ? Elle arrive, bon ben peut-être que d'ici là. Oui, alors peut-être quelques mots sur ce groupe de diplômés des grandes écoles. D'une manière générale, je tiens à souligner un peu ce que disait tout à l'heure le jeune talent, c'est que malgré l'éloignement, nous avons là des jeunes qui ont réussi à intégrer les meilleures écoles de France. Nous avons des diplômés de Polytechnique, de HEC, de Centrale, et nous avons également au niveau du jury reconnu des talents qui finalement sont remarquables par la qualité de leur parcours. Il n'y a pas simplement des talents de grandes écoles, il y a également des talents qui ont un parcours remarquable que nous avons souhaité récompenser, qui démontrent vraiment une volonté, un engagement digne d'éloge. Et donc parmi dans ces caractéristiques, nous avons aujourd'hui donc les talents que nous avons mis sous l'étiquette un peu de généraliste. Ce sont des profils plutôt littéraires, commerce, sciences politiques. Et nous avons donc là 2 jeunes talents, très jeunes, une de leurs caractéristiques, 22, 24 ans. Et le parcours donc de Monsieur Beltou est toujours en cours, il n'est pas tout à fait achevé. Pour Odd Six, vous êtes en apprentissage, je crois également. Il vient de s'achever, c'est ça, d'accord. Et vous venez de Saint-Martin, Odd, donc peut-être quelques mots sur. Vous avez fait Sciences Po, sur ce que vous envisagez de faire. Vous avez terminé. Est-ce que vous envisagez de retourner là-bas? Quels sont vos projets? Alors là tout de suite, pour mes projets, bon, c'est pas encore bien défini puisque je pense que j'ai le temps de réfléchir. Pour l'instant, mon objectif, c'est surtout d'apprendre, de continuer à apprendre. La fin de mon parcours à Sciences Po ne veut pas dire la fin de mon apprentissage. Donc, dans les ressources humaines et le management des organisations. Donc là, pour l'instant, mon objectif principal, c'est de me former aux ressources humaines au travers des organisations, des entreprises. Et je pense du coup rester peut-être quelques années en France hexagonale et pourquoi pas l'international. Très bien, merci. Alors Kevin, vous avez un parcours toujours en cours à l'ESSEC, Business School, après avoir fait le lycée Henri IV, c'est ça. Voilà. Vous avez terminé, vous avez fait une prépa, c'est ça. Et donc vos études sont toujours en cours en ce moment. Vous terminez bientôt, vous avez des projets? Tout à fait. Voilà. Oui, donc du coup en fait après avoir quitté la Guadeloupe en 2012 à la suite de l'obtention de mon baccalauréat, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai voulu simplement en fait répondre à mon appétence pour les sciences humaines. Du coup j'ai fait le choix d'une classe préparatoire littéraire et j'ai été heureusement accueilli au lycée Henri IV. Durant ces années, donc j'ai essayé également de trouver ma voie dans les sciences humaines. Il s'est avéré que c'était la philosophie et donc du coup j'ai donc continué sur un master de philosophie. Mais j'avais une volonté d'engagement, une volonté d'œuvrer pour le bien public. Et donc il y avait Sciences Po. Donc du coup à Sciences Po j'ai entamé le master d'affaires publiques. Et donc j'ai voulu essayer de parfaire un peu ce socle de compétences en essayant de comprendre quand même des acteurs qui sont importants de la société, qui sont des acteurs économiques, d'où le choix de l'ESSEC Business School. Et en fait, dans le futur, j'aimerais donc porter la voix des ultramarins au niveau de l'État, donc œuvrer dans la haute administration publique ou pourquoi pas la recherche. Donc voilà, je verrai bien. Très bien, écoutez, on vous souhaite de poursuivre ce parcours. Alors peut-être un mot également sur Naïma Ramalingom qui devait nous rejoindre. Je ne sais pas, elle n'est peut-être pas encore arrivée, Yola. Elle va arriver, elle est en retard. C'est ça, qui ne va pas tarder, donc qui est l'ENARC, la seule, je crois, qui a fait l'ENA, donc la seule de notre promotion de cette année. Originaire de La Réunion. Qui est originaire de La Réunion, absolument, qui a fait un double diplôme et qui, après avoir... un parcours prestigieux, elle a fait Sciences Po.
aussi. Je vais revenir. Voilà. Alors félicitations et bonne continuation, puisque vous avez encore des marches à franchir ou des passages encore dans vos projets récents, donc bon courage. Merci. La photo rituelle. Et nous accueillons le groupe Nouvelles Technologies, numérique, transition, nouvelles technologies, data, qu'on a avec, vous voyez, Yannick Folla, qui est ingénieur à l'INSA de Lyon, doctorant en traitement de l'image, qui est spécialiste dans les questions d'extraction de l'image, notamment à partir de drones. Oui, Yannick est là, très bien, qu'on applaudit. Nicolas Bière, jeune talent, qui nous expliquera l'utilisation de la machine learning, notamment pour aider les médecins à prendre des décisions, qui est ingénieur de l'École centrale de Paris, avec un double diplôme de la prestigieuse Stanford University en Californie. Gauthier Michel, qui est en dernière année d'école polytechnique et de l'école normale supérieure. Edine Omar, talent confirmé, qui vient de Mayotte, qui est ingénieur chez Capgemini, qui est un talent confirmé. Ainsi que Claudie Dumoulin, également talent confirmé, qui vient de Guyane, qui est ingénieur et chef de projet informatique au ministère de l'Intérieur. Quelques mots sur ce groupe data très nombreux? Effectivement, un petit mot sur ce groupe de jeunes diplômés ou avec un talent confirmé. Effectivement, c'est le groupe des talents qui finalement ont fait de prestigieuses écoles. On voit Polytechnique, Centrale, plutôt généralistes, et qui, après cela, ont fait le choix de s'orienter vers les nouvelles technologies. Alors, le domaine de la donnée, la data, comme on dit maintenant, avec tout ce qui concerne l'analyse des données, leur traitement. Et donc, parmi vous, nous avons Yannick qui va peut-être nous parler notamment du traitement de l'image. Nous avons également le travail sur l'intelligence artificielle, le machine learning au service du domaine de la médecine. Donc là aussi, peut-être que vous pourrez nous en dire un mot. Et puis également un travail sur tout ce qui concerne les logiciels, l'informatique et la transition digitale. Notamment pour... il y a un mathématicien, je pense que c'est Michel, parmi vous, qui veut travailler sur ces questions. Donc nous avons là des jeunes, finalement, qui investissent sur des domaines d'avenir. Ils investissent sur des domaines d'avenir, je pense, pour les Outre-mer, mais beaucoup plus largement, je pense, et vous pourrez nous dire un peu quels sont vos projets pour travailler au niveau national ou à l'étranger. Hein. Donc, je ne sais pas, qui veut peut-être témoigner de ce qu'il fait? Ses travaux. Hein? Oui. Yannick? Donc j'apporte quelques précisions du coup. Donc je suis diplômé de l'INSA, un diplôme d'ingénieur en informatique, donc qui était plutôt orienté data scientist, et je me suis spécialisé dans le traitement d'images. Donc ça concerne surtout le traitement d'images avec des images de drones. Donc c'est assez fun en fait, hein, on peut le dire. Et donc je porte un projet avec la SNCF qui était de détecter des défauts directement sur les images. Donc voilà. Et mon souhait aussi, c'est de retourner en Martinique quand même et de développer quelque chose, je ne sais pas encore. Donc ce sera à long terme bien sûr, mais je souhaite quand même retourner en Martinique. Voilà. Nicolas Lièvre, oui. Au niveau médical, sur les problèmes d'intelligence artificielle.
D'accord. Donc moi aussi, rapidement, une petite précision. Du coup, donc en fait, je suis tout fraîchement diplômé de Centrale Paris. En fait, ma cérémonie, c'est il y a 2 heures exactement. Et aujourd'hui... Et donc aujourd'hui, je fais mon master en fait à Stanford en data science, et c'est un domaine en fait qui allie statistique et informatique dans le but d'automatiser des analyses. Et en parallèle de mon master, en fait, je fais de la recherche avec l'hôpital de Stanford pour aider les médecins à avoir de meilleurs diagnostics pour leurs patients. Et l'idée, c'est juste de savoir toutes ces données complètement pas très claires et un peu confuses, comment en faire des données précises pour en faire de vraies sources de décision pour les médecins. Donc voilà le domaine qui m'intéresse, mais pour être honnête, je reste très ouvert. Je m'intéresse surtout aux techniques d'analyse de données en général, sur différentes sources de données, sur de différents types, et ensuite n'importe quel domaine où vraiment je peux apporter une vraie révolution ou avoir un vrai impact sont les domaines qui m'intéressent. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Tu veux créer une société de data conseil, oui. notamment peut-être en Outre-mer, je sais pas. Oui, oui. Donc moi j'ai intégré Polytechnique en 2016. J'ai passé 3 ans et là je fais une dernière année à l'école normale supérieure. Aussi j'étudie tout ce qui est en lien avec le machine learning, l'intelligence artificielle et les sciences des données. L'objectif à terme pourrait en effet d'ouvrir une société de conseil dans ces sujets en Outre-mer. Là dans l'immédiat, en avril, je vais commencer un emploi à Londres en finance, où je ferai aussi usage de ces termes et du machine learning. Et donc pour l'instant ma carrière s'oriente d'abord sur un parcours en finance à Londres et après peut-être revenir sur ces problématiques à terme. Merci beaucoup Michel et Dinoma. Quelques mots également. Marc qui vient de Mayotte. C'est bien moi. Omar Eddine, 24 ans. Je dirais jeune talent confirmé. J'ai mon diplôme l'an dernier en 2018 de l'école Polytechnique Montpellier en électronique, système embarqué et informatique industrielle. Et depuis la sortie d'école, en ce moment, j'évolue dans le consulting. Là, actuellement, je suis chez Capgemini et je reviens d'une mission chez Dassault Aviation à Saint-Cloud. Et je suis basé à Lyon. Très bien. Enfin, Claudie Dumoulin. Donc, je suis chef de projet et j'ai un diplôme d'ingénieur en système temps réel. Actuellement, je suis au sein du ministère de l'Intérieur et je m'occupe du déploiement des portiques à reconnaissance faciale qui sont installés au niveau des aéroports un peu partout sur la France. Bravo à vous tous. Alors, on va d'abord remettre ce pourquoi on est là, c'est-à-dire cette médaille 2019 bien méritée par chacun de vous. Félicitations. Voilà. Hop. Et tout le monde là. Et il faut quand même. Bon, on va faire la photo aussi. Votre diplôme. Hein? On vous applaudit tous. Un grand bravo à tous. Félicitations. Et on va accueillir un groupe Transition énergétique, développement durable, avec Maël Rucher, qui vient de La Réunion, qui est ingénieur énergéticien à l'ESFI, en double diplôme d'ingénieur à HEC Grandes Écoles. Également, qui est présent ou représenté, je crois qu'il est présent, me semble. Bahia Soudja, qui est talent confirmé, qui est réunionnaise et qui est ingénieur réseau chez Engie. Elle a obtenu un master sur la transition énergétique à l'université de Göteborg en Suède.
Medjo Waouzou, qui est jeune talent et qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui a fait ses études supérieures en métropole après une licence en langue étrangère, a obtenu son Master 2 en droit international, qui ensuite est rentrée en Nouvelle-Calédonie. Elle a fait un mémoire sur l'art de la paix, construction d'un dialogue apaisé au lendemain du référendum de 2018. Et elle est ensuite employée comme contractuelle dans les services du Haut-Commissaire. Très bien. Alors peut-être un petit mot également sur ce groupe qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il s'agit de transition énergétique. C'est un groupe nombreux, est-ce qu'on les a tous? Oui. Alors nous n'avons que 3, il me semble, représentants de ce voilà, groupe qui ont pu faire le déplacement. C'est ça qui est représenté, ainsi que François-Xavier Ribac, qui doit être représenté, et Wilna L'Espérance, qui est également représenté, ainsi que Thomas Bernard. Voilà. Donc on est au complet. Voilà, donc en fait nous avons un groupe de talents qui ont fait des études plutôt généralistes là aussi, mais qui ont fait le choix, par leur intérêt, de se consacrer au sujet comment important de développement durable, de transition énergétique, de réchauffement climatique, et qui sont des sujets d'actualité et relativement d'urgence, je dirais, pour la planète et pour nos territoires. Donc plusieurs d'entre vous, vous avez manifesté votre souhait de vous impliquer dans la transition énergétique de vos territoires. Et je crois que c'est un sujet important puisque nous avons des territoires insulaires qui bénéficient de potentiels importants en matière d'énergie renouvelable. Et donc ça sera intéressant de savoir un peu peut-être comment vous vous inscrivez dans cette volonté de retourner travailler sur la transition énergétique. Peut-être Monsieur Rucher. Alors merci de nous accueillir ici. Donc j'ai fait, après 2 ans de classe préparatoire, mon entrée à l'ESPCI Paris. Donc ici c'est écrit ESPI, mais c'est bien l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. Depuis mon entrée dans cette école, j'ai voulu me focaliser sur l'industrie de l'énergie. J'ai donc fait mes stages, notamment l'année dernière j'étais en Arabie Saoudite dans le traitement de l'eau pour les industries pétrolières. Là je reviens du Brésil où j'ai travaillé notamment sur la valorisation des déchets industriels que sont la bagasse de canne à sucre. Et j'ai récemment intégré la grande école d'HEC dans l'optique de compléter ma formation d'ingénieur par des qualités business pour essayer d'apporter justement ma pierre à l'édifice dans cette démarche de transition énergétique. Je souhaite faire carrière dans l'industrie de l'énergie et je pense que les territoires d'outre-mer peuvent être les modèles d'une économie circulaire importante et que nous devons porter le message de la transition énergétique au sein des territoires d'outre-mer. J'entends bien votre appel de tout à l'heure. Je serais ravi de porter la voix de la transition énergétique au niveau des territoires d'outre-mer et je vous remercie. Alors, Madame Soudja, vous êtes actuellement originaire de La Réunion, c'est bien ça. Vous êtes chez Engie, où vous travaillez comme ingénieur d'études sur les questions de réseau, mais vous avez fait des études, vous êtes spécialiste des sujets d'environnement. Donc, comment ça se passe? Quels sont vos projets? Est-ce que vous aussi, vous envisagez de retourner là-bas ou quels sont vos projets? Alors, bonjour à tous. Je suis déjà très contente de recevoir ce prix comme tous les autres talents aujourd'hui. Je travaille au sein de la société Engie depuis plus de 5 ans maintenant. L'avantage de notre société Engie, c'est qu'on est un leader au niveau des services énergétiques et des énergies renouvelables. Et j'ai eu la chance de faire différents métiers. J'ai commencé par le réseau de chaleur parisien, la CPCU, également GRDF, le réseau de gaz. Et là, aujourd'hui, je suis au niveau de Engie Corporate. Et là, je travaille pour les BU, qui sont les Business Units internationales, pour développer leur transition énergétique pour aller vers une stratégie zéro carbone. Par cette expérience, j'ai consolidé en fait une connaissance pour développer l'énergie au niveau de différents pays. Et l'idée derrière, c'est de retourner idéalement à La Réunion, quand je serai forte de cette expérience, pour consolider les énergies renouvelables, parce que Engie est déjà présent. Et c'est aussi apporter cette nouveauté au niveau des technologies pour faire évoluer nos territoires, que ce soit La Réunion ou les autres outre-mer, vers cette transition énergétique. Et je suis contente que par Engie, cela puisse se faire. Et également, au niveau de vous, Madame la Ministre, j'interviens pour Elle Bouge,
qui est une association nationale où les femmes témoignent de leur parcours dans les métiers techniques et ingénieurs. Donc j'ai l'habitude aussi de témoigner pour les femmes et les jeunes. Et justement, elles bougent à une entité à La Réunion. Donc pendant les vacances, je pourrai y aller pour aussi témoigner. Et en général, grâce à ma société NG également, les jeunes ont une voix via un réseau de jeunes qui s'appelle le YPN et aussi un réseau mondial qui s'appelle le One Young World où je suis ambassadeur depuis cette année. Là, dans ce réseau, vous tous, vous pouvez être contributeurs puisqu'on sollicite les jeunes sur des sujets environnementaux, sociétaux et également sur la stratégie. Très bien, merci. Un petit mot de Medjo Raouzou qui est de Nouvelle-Calédonie, c'est ça, oui. Et malgré, en fait, vous avez un parcours plutôt, je dirais, littéraire, vous avez fait du droit et une option diplomatie, c'est bien ça à Saclay, mais vous vous êtes intéressé dans vos travaux au ressenti des tribus devant l'impact du réchauffement climatique. Effectivement, alors c'est vrai que j'étais assez surprise de me retrouver dans cette catégorie dans la mesure où je suis davantage spécialisée dans les affaires diplomatiques, dans les relations extérieures, mais également dans l'analyse politique. Donc comme vous l'avez dit, j'étais au sein du cabinet du haut-commissaire de la République lors de la précédente période de consultation référendaire. J'étais en charge d'analyser les résultats de la consultation. J'ai ensuite continué en tant que collaboratrice au sein du bureau des affaires institutionnelles et de la coordination des politiques publiques, toujours au commissariat. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'occuper les fonctions de chargée de mission auprès du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, c'est réellement un honneur, c'est une grande fierté de pouvoir être présente ici aujourd'hui. Donc j'entendais notre camarade ultramarin tout à l'heure qui nous parlait des 7000 km et effectivement peut-être aussi un petit clin d'œil à mon ami de Polynésie française. Aujourd'hui, on a dû effectuer entre 16 000 et 22 000 km, donc effectivement c'est une problématique qui est partagée. C'est vrai qu'en termes de préservation de l'environnement et notamment des impacts des réchauffements climatiques, on a participé à un projet qui est dirigé par l'IRD mais également Radio France Internationale. Ça s'appelle le projet Hip Hop qui, il me semble, est également soutenu par l'État. Dans le but de recueillir le ressenti des populations. Donc c'est vrai qu'en Océanie, nous sommes parmi les premières victimes des impacts du réchauffement climatique. Et bien souvent, on en oublie le caractère humain, j'ai envie de dire. Il s'agit d'un patrimoine immatériel. En Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que l'environnement fait partie intégrante de notre culture, de notre identité. Nous en sommes les gardiens temporaires et notre rôle est de le préserver pour les générations à venir. Donc écoutez, je vous invite à regarder peut-être sur le site internet hiphop.network et à vous remercier. En tout cas, je suis ravie d'être présente ici avec vous. La jeunesse calédonienne est à l'image de la jeunesse ultramarine. Elle est dynamique, investie et engagée. L'année prochaine, le 6 septembre, nous aurons la seconde consultation référendaire qui portera sur l'accession ou non de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Je pense que l'implication également de la jeunesse dans toutes ces discussions, dans toutes les négociations qui auront lieu, est indispensable. Donc je vous remercie à tous de votre attention et encore merci pour cet échange, cet espace de partage. Merci à vous. Merci Medjo d'avoir fait autant de kilomètres et surtout les derniers qui étaient les plus difficiles. Et je vais appeler le groupe aéronautique. On a appelé aéronautique, mais également en demandant à Naïma Ramalingom de nous rejoindre, qui est énarque. On a peu d'énarques là cette année, donc on va la soigner. Elle a été prise un peu dans les transports. Donc, qui est chef de bureau au ministère de la Culture. Vous n'allez pas nous en vouloir, vous allez être avec d'autres camarades. Joanne Bichara, qui est un jeune talent issu de Guyane, qui est ingénieur de l'école polytechnique féminine de Sceaux et de l'aviation civile, donc qui nous rejoint, qui est là, qui est présent. Maréchal Oemi, jeune talent, qui vient elle aussi de Guyane, qui est ingénieure de l'école polytechnique, et également Julien Mallet, qui est là également. Julien Mallet,
qui vient de La Réunion, qui est ingénieur aéronautique de l'IPSA, qui est là. Et en revanche sera représenté Anjam Ben Baraka de Mayotte, et je crois qu'il est plutôt représenté, qu'il n'est pas présent avec nous ce soir. Alors, peut-être un mot d'abord de l'ensemble du groupe, mais non, mais oui, Catherine reste avec nous, alors profitez. Nous faisons une parenthèse pour vous présenter Naïma Ramalingom, qui vient d'arriver, mais qui est dans la catégorie diplômée grandes écoles, universités. Donc Naïma, elle a fait des études, un double master HEC Sciences Po, et elle est désormais énarque et occupe de hautes fonctions au ministère de la Culture. Naïma, une petite question pour vous. Que pensez-vous de la sous-représentation des ultramarins dans la haute fonction publique? Je sais pourquoi Yola est venue pour poser cette question. C'était donc Elle était importante. une question piège dès mon arrivée. Alors déjà, désolée d'arriver en retard. La période est en effet assez chargée pour nous au ministère de la Culture. Et Madame la Ministre, j'ai eu l'honneur de vous croiser la semaine dernière en salle des commissaires au Sénat. Et donc vous pourrez aussi, je pense, comprendre cela. Alors la sous-représentation des ultramarins au sein de la haute fonction publique, je dois dire que je n'ai pas de statistiques personnellement sur le nombre exact d'ultramarins au sein de la fonction publique, donc je ne suis pas en mesure d'apporter des éléments fiables et stabilisés sur ce sujet. En tout cas, me concernant, vous l'avez rappelé Yola, donc j'ai fait Sciences Po, et puis j'ai fait HEC, et puis j'ai fait l'ENA. Voilà, j'avais pas trop quoi faire dans ma vie, donc j'ai un petit peu diversifié le champ des possibles. Et je pense qu'être réunionnaise m'a beaucoup apporté au sein de mon parcours et a été un facteur très positif pour moi. Je n'ai jamais ressenti de la part des interlocuteurs quelque chose de l'ordre du rejet ou au contraire. Je pense que ça a toujours suscité une forme d'interrogation et des interactions qui ont été positives. Donc je pense que l'intégration des ultramarins au sein de la République est quelque chose qui est accueilli de façon très favorable et de façon très positive aujourd'hui, qui a un véritable besoin. Je mesure aussi qu'il y a un besoin de visibilité des ultramarins pour des questions très légitimes au sein de l'ensemble des champs, qu'ils soient politiques, économiques, qu'ils soient dans le champ culturel également, puisque c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Mais je voudrais aussi dire qu'on peut, je pense, essayer d'éviter cet écueil qui serait celui de trop essentialiser les gens en fonction de leur origine et de dire qu'on peut aussi tous ensemble participer au sein de la République à un but commun dans une fraternité beaucoup plus ouverte que celle qui ressortirait d'une seule solidarité ultramarine et d'ensemble vraiment faire en sorte de rejoindre ce creuset républicain et d'apporter nos forces en tant qu'ultramarins. Autrement dit, je suis très heureuse d'être réunionnaise. Évidemment, c'est une fierté pour moi. J'aime passionnément la Réunion, comme j'aime passionnément la France. J'ai coutume de dire que la Réunion est mon petit pays et que la France est mon grand pays. Et je les aime tous les deux énormément, avec passion. Je les défendrai, j'espère, tout au long de ma carrière. Merci. Madame la ministre, souhaiterez-vous dire un mot sur ce sujet? Nous savons que les actions positives sont des mesures très impopulaires en France, mais que pensez-vous des quotas dans la haute fonction publique? Alors, on m'a questionné sur ce sujet davantage quand j'étais ministre de la fonction publique. Pour avoir, je profite de votre présence. À ce moment-là, aussi regarder quelles étaient et quelles étaient les problématiques ou pas d'ailleurs de discrimination de ceux qui étaient originaires des territoires d'outre-mer. J'aurais tendance à dire à ce moment-là que c'était pas véritablement que cette discrimination, mais plutôt une discrimination liée aux adresses. Et effectivement, dans les adresses qui quelquefois peuvent interroger ou questionner, il y a les adresses territoires d'outre-mer quand on fait des présélections ou des sélections. Mais en ce qui concerne l'ENA, il faut savoir quand même que depuis plusieurs années maintenant, réforme de l'ENA oblige, il y a eu des années de préparation qui ont été mises en place dans lesquelles on trouve, je crois, 70%
de jeunes venant des territoires d'outre-mer. En clair, sans doute que le pas à franchir, que le fait de venir en métropole nécessite un accompagnement supplémentaire. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui, sans doute, aujourd'hui permet à davantage de jeunes ultramarins de pouvoir accéder à ce parcours dit d'excellence. Mais il y a d'autres parcours d'excellence, nous l'avons vu. Je crois que moi, je fais partie de ceux qui estiment que c'est l'accompagnement dès le départ dans les territoires d'outre-mer, la préparation, l'accompagnement, de faire le choix de rester dans son territoire ou de venir dans l'Hexagone pour pouvoir entrer dans des grandes écoles, c'est ce moment d'accompagnement qui est essentiel. Parce que qu'on vienne d'un territoire d'outre-mer ou d'ailleurs, c'est la question de l'accompagnement qui fera la différence. Et c'est cet accompagnement-là, avec la DOM, que nous réinterrogeons, de manière à ce qu'il soit plus systématique, plus présent, et qui permette aussi à ceux qui veulent ensuite revenir sur leur territoire de pouvoir le faire. Voilà, c'est le titre du délégué interministériel de lutter contre les discriminations qui toucheraient des ultramarins résidant dans l'Hexagone. Il y a malgré tout très peu de jeunes qui signalent, en dehors de la question du logement aujourd'hui, qui reste essentiel en matière de discrimination, il y a très peu d'ultramarins qui signalent une discrimination sur l'accès à des grandes écoles ou l'accès à des formations particulières. Alors c'est soit parce qu'ils méconnaissent effectivement ce délégué interministériel, soit parce que ils ne souhaitent pas effectivement évoquer ce sujet, ou encore tout simplement parce qu'elle diminue de plus en plus. Moi j'ose croire qu'elle diminue de plus en plus. Merci. Merci. Bien. Alors je vais... Voilà. C'est ça. C'est ça. On remet à Naïma son diplôme. Donc, un petit mot, Madame la Ministre, effectivement, pour le groupe qui nous a rejoints et qui termine, je dirais, ce groupe des diplômés. Nous avons là des jeunes talents qui ont fait le choix de réaliser leurs études dans le domaine de l'aéronautique. Alors, certains ou préparent un double diplôme, hein, je crois que l'OMI notamment, non ? Il est fini, donc il est fini, donc ça y est, c'est Polytechnique Elisaïe Super-Héros. Et Super-Héros, donc voilà, félicitations. Et donc peut-être un petit mot sur ce parcours qui me paraît excellent, notamment je sais que vous avez travaillé, enfin vous avez dans votre parcours été au régiment des chasseurs à pied de beach. Quelques mots. Je vais expliquer pourquoi un tel parcours. Est-ce qu'il tient ? Voilà, parfait. Donc j'ai débuté par une licence universitaire en mécanique énergétique à Toulouse. Du coup, en dernière année, en L3, poussée par mes professeurs, j'ai tenté le concours d'entrée à l'école polytechnique, issue positive, et l'école polytechnique, comme on a un statut militaire, la première année est réservée à notre formation humaine et militaire. Voilà, donc après il y a un panel, tout un panel de choix. On n'est pas tenu de poursuivre dans le militaire. Il y a un mois quand même pour se familiariser avec les codes militaires. Ensuite, on peut choisir d'évoluer dans le civil ou dans le militaire. Pour ma part, ça a été l'armée de terre, parce que j'ai voulu poursuivre l'effort physique. Après le dépassement, on va dire, intellectuel pour préparer, juste avant mon entrée à l'école, j'ai voulu un dépassement physique. Voilà, mettre mes limites dans ce domaine-là. Donc, j'ai été formée à Saint-Cyr 10 semaines pour être officier de l'armée de terre, puis j'ai poursuivi un régiment au 16e bataillon des chasseurs à pied. Le dernier régiment à pied, ils sont tous alpins aujourd'hui, à Beach. L'école polytechnique également, il faut un double diplôme pour être polytechnicien. Il faut quitter l'école et faire un diplôme ailleurs. J'ai choisi l'ISAE Super-Héros parce que si j'étais à Toulouse après la Guyane, c'est bien pour évoluer dans l'aéronautique. Donc à l'ISAE Super-Héros, j'ai choisi un cursus en 2 ans pour avoir une formation professionnelle supplémentaire que j'ai effectuée à Airbus. Donc une année supplémentaire, certes, un stage supplémentaire, un dernier stage de fin d'études à Airbus également, et aujourd'hui je travaille à Airbus en tant que data analyst, data scientist. Donc c'est un peu en rapport avec le groupe, un groupe précédent sur les données. Donc voilà, Airbus me forme aujourd'hui à ce métier parce que ma spécialisation à Super-Héros c'était la dynamique des fluides, donc rien à voir. Voilà, j'apprends tout aujourd'hui. Très bien, merci. Peut-être un petit mot, Joanne, qui est pilote de ligne. Joanne. Oui. D'abord, bonsoir. Je
tiens à remercier les membres du jury et aussi ma sœur qui est ici, qui est jeune talent d'Outre-mer 2009. Merci beaucoup d'être ici parmi nous. Donc en effet, je suis pilote de ligne. Je suis passionné d'aéronautique depuis que j'ai 4 ans, comme peut le témoigner ma sœur qui est juste ici. Donc c'est une passion, c'est une raison de vivre, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit et qui va se réaliser d'ici quelques mois, donc j'en suis ravi. Alors, vous allez peut-être me poser la question pourquoi j'ai fait Polytechnique Sceaux. Alors, il faut savoir qu'en 2012, lorsque j'ai passé mon bac, la conjoncture n'était pas très favorable pour les pilotes de ligne, donc beaucoup de personnes sortant des écoles de pilotes se retrouvaient au chômage. Donc j'ai décidé tout d'abord de commencer par une école d'ingénieur pour mettre plusieurs cordes à mon arc. Et puis aussi, il faut savoir que l'aéronautique est un monde très contrôlé, donc en cas de perte de licence médicale, je veux pouvoir travailler dans le milieu de l'aéronautique, excusez-moi. Et suite à mon école d'ingénieur, j'ai tout de suite enchaîné sur ma formation de pilote. Donc entre l'école d'ingénieur et ma formation de pilote, j'ai eu la chance d'habiter à Paris, aussi à Montréal, à Oxford, à Phoenix en Arizona, ainsi qu'à Londres. Et c'est une expérience très enrichissante. Et je tiens à dire à l'ensemble des dom-toms que, effectivement, même si on vient de petits pays, entre guillemets, il ne faut jamais se limiter et jamais se sous-estimer. Très bien, merci. Peut-être un petit mot, Juliane, sur... alors, tu travailles chez Dassault, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Donc moi, je travaille chez Dassault Systèmes. J'ai une formation principalement d'ingénieur en aéronautique. Et chez Dassault Systèmes, je travaille sur des problématiques de gestion de la production directement impliquées chez les clients, entre autres qui est Airbus. Donc on accompagne Airbus au quotidien pour les aider dans leur gestion de production et l'optimisation de leur cadence de production. Très bien. Ben, écoute, bon parcours. Merci à vous tous. Photo. Ils ont déjà leur diplôme? C'est fait, voilà. Voilà, ici. Non, en fait, d'accord. Alors, ne vous inquiétez pas, les diplômes, ils sont pas très très loin. Donc, dès qu'on a récupéré les diplômes, ils sont peut-être là tout simplement. Je ne pense pas. Bon, on va vous retrouver ces diplômes. Ouais. Ouais, ils sont pas très très loin. On va vous les vous inquiétez pas. Hein. Les diplômes viendront à vous. Vous êtes venus au diplôme, mais on va vous les apporter tout simplement. J'accueille Yola Minacci pour l'avant-dernier groupe. On surveille évidemment les derniers RER, ne vous inquiétez pas, on a un œil sur le trafic francilien. Pour accueillir ce groupe musique, chant, danse, peinture, avec Marielle Kafafa, qui est chef d'orchestre, mais qui préfère qu'on l'appelle musicienne, tout simplement. Elle a dit je suis passionnée de musique. Elle a eu sa première expérience de chef d'orchestre à 10 ans. Elle va peut-être nous en parler. Elle a passé son agrégation de musique, sa thèse de doctorat consacrée à la musique polyphonique française. Également Clara Bellon, un parcours aussi exceptionnel. Elle est originaire de La Réunion et elle est ingénieure géologue, mais également artiste lyrique. Il y a des parcours agaçants quand même, hein, dans tous ces profils extrêmement brillants. Jean-Richard Riani, qui est un talent confirmé, originaire lui aussi de La Réunion, qui est artiste peintre et qui expose ses dessins et ses tableaux dans les galeries du monde entier, hein, aux États-Unis, au Japon. Il a obtenu notamment le prix Art Expo à New York et le prix Artext de Séoul. Il accompagne également Alexandre R, qui est également artiste plasticien et qui vient de Nouvelle-Calédonie.
Il a commencé par étudier le graphisme publicitaire. Ensuite, il a intégré l'école des Beaux-Arts de Grenoble. Il a obtenu son diplôme national d'art plastique. Quelques mots de présentation de ce groupe. Oui, enfin une catégorie art au talon de l'outre-mer. Bon, c'est une victoire. Bravo à tous pour vos parcours d'excellence. L'art a souvent été sous-estimé, l'apport des artistes aussi dans les Outre-mer. Donc je suis ravie de vous accueillir ce soir parce que l'art est le miroir de nos sociétés. Il nous apprend à regarder, à nous interroger aussi. Et je considère de longue date qu'il s'agit du plus grand, du plus bel espace de liberté dans notre société. Donc vous accueillir ce soir, c'est aussi ouvrir une porte à cette liberté et protéger cette liberté. Donc bravo à tous. Clara Bellon ? Oui. Comment avez-vous vécu votre transition entre votre fonction d'ingénieur géologue à artiste lyrique ? Bonsoir à tous. Comment je l'ai vécu ? Mais en fait, depuis toute petite, je suis passionnée par le chant. Et j'ai d'abord commencé par des études supérieures d'ingénieur géologue. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit que ma vocation, c'était vraiment le chant. Et comme vous le disiez, en termes de liberté, c'est là que je me sentais le plus libre et le plus à ma place pour exprimer mes émotions et une forme de communication. J'estime que la musique est aussi un langage universel. Et voilà, c'était pour moi la meilleure façon d'être à ma place et de partager avec les autres. Donc voilà, ça s'est fait finalement naturellement. Alexandre. Oui. Donc vous êtes talent confirmé, artiste plasticien, originaire de Nouvelle-Calédonie. Pouvez-vous nous parler de vos sources d'inspiration ? Mes sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration, c'est mon pays. C'est du coup mes sujets principaux de travail, ça vient de ça vient de la Calédonie. Ça vient de mon déplacement. C'est ce que je dis souvent, c'est mon statut aussi comment je dis ? Non, mais je travaille du coup sur l'insularité, sur les questions postcoloniales. C'est des questions qui m'animent, les questions de racialisation, de hiérarchisation culturelle. C'est ce qui me fait travailler, c'est ce qui fait mon travail aussi quand je me déplace dans les différents lieux qui m'invitent, qui m'accueillent. Jean-Richard Riani. Vous êtes talent confirmé, vous êtes originaire de La Réunion et vous êtes artiste peintre. Malgré un début difficile aujourd'hui, vous exposez dans le monde entier, un vrai rayonnement international, aux États-Unis, au Japon, en Asie. Vous avez déjà reçu plusieurs prix. Comment vivez-vous cette réussite internationale et que vous apporte de plus le prix Talent de l'Outre-mer ? Bonsoir tout le monde. Déjà, c'est un honneur de venir ici. Ma vie, c'est la vie comme de beaucoup d'ultramarins. Hein. Je suis ici d'un quartier, c'est un bidonville de l'époque, c'était un ghetto, de mère illettrée, père alcoolique. Et mon père, c'était le parrain de ce quartier, c'était un caïd. Donc, moi, j'avais un rêve, c'était de devenir professeur et de faire des études. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. J'ai quitté l'école à 16 ans, presque illettré. Et j'avais le choix, soit reprendre le flambeau parce que mon père a été assassiné. Donc, soit reprendre le flambeau ou prendre la drogue. Et parce que c'est un quartier où il y avait la drogue, il y avait des tueries, il y avait tout ça. C'était le quartier Far West à La Réunion. Ou soit changer de vie et tourner la page. Et je me suis réfugié dans la peinture. Et j'avais à ma charge mes soeurs et frères à élever, parce que ma mère était alcoolique et aussi. Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, hein, et c'est pour ça que je suis un peu ému.
Et aujourd'hui, j'ai cru en mes rêves. Et quand je vois les talents d'Outre-mer, je ne dis pas des talents, pour moi vous êtes des génies, parce que j'aurais aimé d'être à votre place, d'avoir des diplômes. Je n'ai pas de diplôme, je suis autodidacte, mais j'ai cru en mes rêves. Et aujourd'hui, je suis le papy de cette promotion, vu mon âge. Et donc j'ai cru en mes rêves et j'ai côtoyé aussi un talent, Naïma, que j'ai vu très petite. Et c'est son papa qui m'a aidé à l'époque. Et son papa était directeur de développement de quartier et qui m'a acheté mes premiers matériels. Et son papa a cru en moi. Et c'est pour ça que je remercie son père. Et voilà. Et je la retrouve aujourd'hui à Paris. Voilà. Donc je suis très très content, je suis très ému. Et j'ai plusieurs prix. Et en tant qu'autodidacte, j'ai vécu ailleurs, et aux États-Unis, éventuellement. Et je peux vivre aux États-Unis parce que j'ai un visa de 10 ans, jusqu'en 2028. Mais j'ai fait le choix de retourner dans mon pays et de repartir dans mon quartier. C'est-à-dire, là, je suis en train de finir un lieu d'art contemporain dans mon quartier pour éduquer les gens à l'art. Et surtout, je fais du recyclage. Parce qu'en tant qu'artiste, je suis engagé aussi sur le recyclage. Et je suis dans l'économie circulaire et dans le développement durable. Voilà. Donc j'invite Madame la ministre, quand vous êtes venue à La Réunion, de venir voir mon quartier. Et j'ai un lieu où j'ai recyclé 4000 tonnes de déchets en 30 ans. Voilà. Donc je vous remercie. Et ce prix, justement, m'apporte beaucoup de choses parce que ça prouve que malgré qu'on est des ultramarins, on a du talent, on a des génies et on est l'avenir du monde et l'avenir de la France. Voilà. Merci. Merci. Je précise qu'au réseau des talents de l'outre-mer, la réussite n'est pas synonyme de diplôme. Tous les parcours sont singuliers. Et bravo, vous êtes un talent de l'outre-mer et bravo pour votre parcours d'excellence. Très peu d'artistes réunionnais peuvent arguer qu'ils sont exposés à New York, à Séoul. Et en plus, oui. Voilà. C'est le président qui va nous présenter l'UVIA, Monsieur Safache. J'ai vu sa fiche. Alors Livia a 16 ans, elle reçoit une mention spéciale d'encouragement. Président, vous me dites un mot? Vous avez été la révélation du concours des voix d'outre-mer, initié par Fabrice Di Falco. Alors c'est... Non. Vous parlez de Livia. De Livia. Alors Livia n'est pas là. Sa grand-mère est là. Voilà. Mais sa grand-mère ou son grand-père, je ne sais pas lequel, c'est la grand-mère qui viendra. Ah ben voilà, on va appeler. Qui peut venir. Livia a 16 ans, donc elle est au lycée en Martinique à ce moment. C'est une révélation du concours des voix de l'outre-mer qui a été lancé par notre ami Fabrice Di Falco. Elle a été finaliste de ce concours et elle a été très remarquée pour sa voix de soprano. Nous lui avons décerné un prix d'encouragement, vu son âge, elle a 16 ans, donc nous pensons qu'elle peut encore progresser, mais déjà elle est retenue par plusieurs maisons de disques pour les productions. Donc c'est un très grand talent d'avenir. Et c'est sa grand-mère qui vient la représenter. On a une petite présentation qui n'a pas été faite. Bien sûr. Oui. Donc Peut-être se présenter elle-même, du coup. c'est l'une des seules, peut-être la seule, Chef d'orchestre lyrique en France, originaire de la Guadeloupe, multidiplômé, agrégé,
actuellement professeur à l'université de Rouen, où vous enseignez le chant choral et le chant tout simplement. Et elle prépare en ce moment une deuxième agrégation supérieure. Une deuxième thèse. Elle est docteur. Elle est et déjà prépare docteur. en HDR. Voilà, pour définitivement se dire que les ultramarins sont brillants et que ça nous fait très plaisir. Et elle recherche des sponsors, s'il y en a ici, pour payer son orchestre. Oui, alors voilà. je ne sais pas si tout le monde m'entend. Effectivement, donc je suis musicienne depuis toujours, chef d'orchestre. C'est très difficile d'être chef d'orchestre tout court et en particulier femme chef d'orchestre et encore plus chef d'orchestre issu de la diversité. Donc voilà, donc je cumule les difficultés et en tant que chef, on a besoin d'avoir un ensemble. On a besoin d'avoir des musiciens face à soi, des musiciens de haut niveau. Les musiciens de haut niveau ont besoin d'être, j'ai envie de dire trivialement, rémunérés. Et donc, on a toujours besoin de financement pour les projets. Donc, j'ai fait un premier disque avec un ensemble que j'ai créé, qui s'appelle l'ensemble Léonore, et c'est de la musique vocale. C'est un disque que j'ai dû malheureusement financer moi-même et que je continue à financer en ce moment. Ça a duré encore pendant plusieurs années, puisque je n'ai pas réussi à trouver des soutiens, ni publics, ni privés. Voilà. Donc, je lance un appel parce que nous, à la culture, on a besoin de soutien pour exister, pour vous faire découvrir des œuvres. Et donc, on parlait tout à l'heure de ma thèse de doctorat. En fait, je fais toujours un lien entre mes recherches universitaires et ma pratique artistique. Et donc, la deuxième thèse que je m'apprête à soutenir, ou du moins que je prépare, qui s'appelle l'HDR, c'est toujours le même processus, c'est-à-dire un lien entre mes recherches et ma pratique artistique. Et j'essaye de faire en sorte que mes étudiants à l'université de Rouen-Normandie profitent de mes recherches au quotidien. Voilà. On va arriver sur le dernier groupe qui est un peu hétéroclite, qui est un groupe art appliqué, et où on retrouve à la fois des architectes, des modélistes. C'est un groupe un peu hétéroclite. Mais alors, la première, elle sera représentée par sa sœur. Elle vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on peut faire une devinette, mon nom est Girardin, mais je ne suis pas ministre des Outre-mer. Je suis Hélène Girardin, je suis modéliste. Et donc, je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je crois que c'est sa sœur qui va recevoir. Sa sœur qui pourra la logiquement. Voilà. Si, elle est là, c'est que mes blagues sont. C'est le temps qu'elle se remette un peu de toutes ces émotions. Et puis également Laurent Ancatassami qui vient de La Réunion et qui est boulanger-pâtissier qui a gagné le concours national de la meilleure baguette de tradition française, un premier prix de ce concours, la première baguette de France. Jonathan Firmin, qui est architecte d'intérieur. Alors, lui a gagné non pas la première baguette de France, mais le meilleur appartement de France. En tout cas, l'appartement le plus titré de France. Il a acheté, il me semble, de Charbon, un appartement de 55 mètres carrés. Il a effectué des travaux d'aménagement. Il a gagné de très nombreux prix avec cet appartement. Et puis ensuite, on a également Déliane Vigneault, qui est jeune talent, qui vient également de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est également styliste modéliste, qui est diplômé de l'Institut français de la mode. Puis on a un talent confirmé, Rémi Métino, mais qui, je pense, n'est pas là ce soir, ni Véranie Jeune, qui est représenté, qui vient de Polynésie française, et qui est architecte, mais qui fait partie des lauréats, mais qui n'a pas pu venir ce soir. Peut-être un mot, Monsieur le Président, sur ce. C'est un groupe qui, comme l'a dit le présentateur, est assez hétérogène, qui est composé de jeunes qui ont poursuivi leur passion. Quelquefois, malgré leur formation initiale. Si je prends l'exemple de Jonathan Firmin,
de la maison la plus titrée de France, l'appartement le plus titré de France. Mais il a commencé comme ingénieur, et il est toujours ingénieur. On peut dire où? Dans le domaine du nucléaire. Donc, il s'est dit que, comme il est très habile de ses mains, il a un jour, d'après ce que j'ai compris, acheté un 35 mètres carrés. Voilà, alors plus exactement 55 mètres carrés. Alors oui, effectivement, Jonathan Firmin, bonjour à tous. Initialement, je suis ingénieur en supervision nucléaire. En fait, je suis en charge de chantiers qui se passe sur l'usine de retraitement des déchets radioactifs de La Hague, en Normandie. Et je suis en charge des différents chantiers, de faire en sorte que ça se passe bien, parce que le nucléaire est quand même un domaine assez particulier et pointilleux. Donc en parallèle de mon métier, j'ai souhaité investir dans un appartement. Donc initialement, c'est vulgairement pour faire de l'Airbnb, la fabrique Chambourgeoise. Donc le nom de mon appartement est un appartement Airbnb version haut de gamme et le plus titré de France. Le plus titré parce qu'il a remporté en fait tous les classements, prix, labellisation qui existent en France pour un hébergement dans le domaine touristique. Voilà. Alors, votre nœud papillon, il est en quoi? Votre nœud papillon, il est en quoi? C'est du bois, parce que c'est la petite touche écologique du moment, donc je me suis dit que le bois, c'est un petit peu. Également par le parcours d'Eliane Vigneault dans le domaine de la mode. Exactement. Bonsoir tout le monde, merci de cette remise de prix. J'ai quitté mon archipel en 2013, je suis partie à Montréal parce que c'était pas trop loin de chez moi, 3 heures d'avion. Donc j'ai fait 3 ans là-bas en fashion design. Et à la fin de ces 3 ans, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était de la haute couture. Donc Paris a été une évidence pour moi. Et je viens tout juste de finir mon master en fashion design. Et actuellement, je suis en stage chez Dior. Donc voilà. C'est un parcours intéressant. Alors, vous n'êtes pas la première ultramarine dans le domaine de la mode. Nous avons quelques ultramarines qui se sont déjà distinguées. Par exemple, chez La Perla, il y a 2 sœurs antillaises qui brillent dans cette maison de mode. Nous avons voulu aussi marquer l'intérêt pour ce type d'études, très difficile, hein. C'est pour moi aussi difficile que les carrières, que les études dans le domaine scientifique ou littéraire, et qui présentent un bel avenir pour les jeunes, car les femmes d'outre-mer sont très férues de mode. Donc, c'est un métier d'avenir. Exactement. La perle rare, depuis l'origine de l'opération des talents d'outre-mer, nous sommes à la recherche de savoir-faire, et pas seulement j'allais dire de tête neuf. Nous sommes à la recherche de talents, d'exception, qui se manifestent également par les savoir-faire. Donc vous êtes l'exemple type d'une ascension dans le domaine de l'artisanat, puisque vous êtes à la fois boulanger et pâtissier, et vous avez reçu une distinction par mon père au niveau national. Voulez-vous en parler? Oui, c'est ça. Alors en 2018, j'ai eu la distinction de la meilleure baguette de France qui s'est passée sur Paris, sur le parvis de Notre-Dame. Et par la suite, j'avais déjà mon entreprise, et là on en ouvre une deuxième. Du coup, ça permet de donner les moyens, de former, d'assister la jeunesse réunionnaise
voilà comment j'essaie de contribuer à tout ça. Alors vous êtes installé où pour qu'on y aille? En fait, c'est à La Réunion. En fait, on m'avait proposé d'être à Paris, d'être au Japon, sauf que attaché à mon île, j'ai décidé de rester sur Les l'île. deux établissements sont à La Réunion. C'est ça. Je pensais qu'il y en avait un à l'extérieur. Oh. Attends, à Paris, il y en a un. Professeur, oui, très bien. Mais qui n'est pas, la fille de la ministre. Non, pas du tout. Non, je confirme. Non, alors après, les Girardins sur mon territoire ont tous la même origine, mais ça fait quand même, je crois que peut-être on a un arrière grand-père en commun, mais c'est très très loin. Voilà, je pense effectivement. C'est un nom assez commun à Saint-Pierre-du-Mont. Mais tu peux peut-être dire deux mots de ta sœur. Oui, en fait, je suis très heureuse de la représenter ici ce soir parce qu'elle s'est donné beaucoup les moyens de sa passion. Elle est passionnée de couture, de costume, de stylisme. Et c'est vrai que je pense que les gens d'outre-mer ont ce mérite, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche dans des domaines qui ne sont pas forcément accessibles sur place parce que Hélène m'expliquait que en fait, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a un théâtre, on a la possibilité d'aller peut-être une fois dans l'année pour faire une pièce de théâtre. Et elle a véritablement découvert ce métier quand elle est venue ici. Mais il a fallu, quand elle était sur l'archipel, qu'elle choisisse une voie. Donc elle a choisi cette voie sans forcément non plus savoir que c'était quelque chose qui allait la passionner. Donc elle a fait le choix de revenir sur le territoire et d'ouvrir son entreprise. Avec la création d'ateliers, de sur-mesure, donc une activité qui n'existait pas sur l'archipel. Donc je suis très très fière de la représenter ce soir et puis je vous dis bravo à tous les Outre-mer, tous ces talents, parce que c'est pas facile quand on vit loin. J'entendais quelques personnes qui discutaient tout à l'heure, qui parlaient tout à l'heure de l'éloignement. Quand on est à 5000 km de chez soi, 10 000 km de chez soi, c'est quand même pas aussi facile que d'être à 50 km et de rentrer tous les week-ends. Donc vraiment bravo à tous pour vos parcours d'excellence. Là, vous avez la démonstration qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout le monde n'est pas petit. Alors juste parce que je voulais rajouter un petit mot, tout naturellement, je voulais remercier Madame Girardin, Monsieur Safache, Madame Minati pour l'organisation de cet événement. C'est plutôt un beau cadeau que vous me faites pour cette fin d'année, parce que je fête mon anniversaire dans quelques jours, je fête mes 30 ans. Le 26 plus précisément, alors oui, je ne suis pas forcément pressé d'y arriver. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un an maintenant, jour pour jour, à peu près, je me suis promis que l'année 2019 allait être beaucoup plus riche, beaucoup plus passionnante que celle de 2018. Et ça a été le cas pour moi. Ça a été une année riche en victoires, riche en prix. Je suis venu l'année en beauté avec ce prix. C'était une année aussi également riche en projets. Il y en a pas mal qui vont se concrétiser en 2020, donc c'est une bonne nouvelle.